Hey, jeune débile, tu t'ennuies pendant le confinement? L'isolement te rend irritable et tu aimerais trouver un exutoire? Alors j'ai le jeu qu'il te faut. Grand Blue Fantasy Versus est un jeu de combat dérivé du RPG Grand Blue Fantasy. Le jeu est développé par Arc System Works, le studio de Guilty Gear, BlazBlue et Dragon Ball Fighter Z. Eh mais on dit pas Dragon Ball Fighters? Ta gueule. Édité par Marvelous et distribué en version physique en France par Just for Games. Le jeu est dispo dès le 27 mars. Eh mais c'est bientôt ça. C'est un jeu de versus Arc System Works et qui dit Arc System Works dit graphisme de malade mental avec un cel shading d'un niveau jamais atteint. On dirait presque de l'animation 2D. Sauf qu'en fait c'est en 3D. C'est fou. Ah, c'est pas facile à expliquer mais en tout cas ça déchire sa race. Jouabilité nerveuse et fluide, enchaîne les combos comme un obèse enchaîne les paquets de chips et admire ses chara-design soignés et ses couleurs chatoyantes. Il y a de la loli limite légale, de la bougresse à grosse poitrine, du héros vigoureux et des persos virils. Le tout dans un univers mêlant RPG et versus fighting. Acheter la version physique te donnera accès à un bonus sur la version mobile, dispo sur navigateur en France. Et bonne nouvelle, le jeu sera distribué dans les grandes enseignes de première nécessité. Parce que oui, le PQ et les pattes, c'est important, mais un bon jeu de bagarre, c'est absolument essentiel. De toute façon, j'ai déjà le plein de PQ, alors je vais pouvoir acheter ce jeu, hein. Et n'oublie pas, la passion n'est jamais finie, car elle est infinie. Ouais, tous les liens dans la description. La passion. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce premier numéro de Narutologie, l'émission entièrement consacrée à Naruto et son univers. Et oui, je vais dire Naruto, parce que je fais ce que je veux, je vais pas dire Naruto, je vais dire Naruto, parce que c'est comme ça. Alors je sais ce que tu vas te dire, oui c'est exactement le même principe que Dragon Ballologie, mais sur l'univers de Naruto. Voilà, donc là je t'entends déjà dire, mais à quand les One Pieceologie, chef? Bon, déjà parce que One Pieceologie, déjà ça sonne beaucoup moins bien. Et en plus, pour faire des One Pieceologie, il faudrait que je relise le manga One Piece depuis le début. Et là, j'ai pas le temps. Déjà, je me suis remis à Naruto sur un coup de tête déjà. Bon, je te raconte la petite histoire parce que j'aime bien raconter les petites histoires. Voilà. Bon, moi à la base, j'ai jamais eu les tomes de Naruto chez moi. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, bah, j'avais pas de thunes pour acheter les mangas. Donc qu'est-ce que je faisais? Bah, soit je les empruntais à la bibliothèque, soit c'était des potes fortunés qui me prêtaient leurs tomes. Ouais, parce que moi à mon époque, les scans ça existait pas. Enfin, ça existait, mais de toute façon, j'avais pas d'ordinateur et j'avais pas internet. Donc moi j'ai lu Naruto à l'ancienne, ou alors j'allais squatter les rayons de la Fnac et je lisais en Tsum Tsum avant de me faire virer, tu vois. Donc du coup voilà, donc l'autre jour je me baladais en ville, c'était un samedi matin, tu t'en bats les couilles, mais je te le raconte quand même. Je dis tiens, j'ai un peu de sous, j'ai envie de dépenser des sous aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et je rentre dans une boutique et là je vois un présentoir à manga. Et il y a toute la collecte des Naruto, ils sont à 3 € le tome. Je fais tiens, je vais acheter les tomes de Naruto. Du coup j'ai acheté que les 5 ou 6 premiers. Ouais, parce que j'avais pas tant que ça de sous à dépenser en fait, parce que la YouTube Money, toi-même tu sais. Du coup, j'ai acheté les 5 premiers tomes et j'ai tout relu. Et en fait, en lisant, je me suis repris à avoir cette nostalgie et à kiffer en fait. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je fais les Narutologies. Je vais lancer Narutologie, il faut que je parle de cet arc que j'ai lu, qui est génial. Ouais. Du coup, c'est parti pour ce premier Narutologie. Générique. Non, je déconne, il n'y a pas de générique, j'ai la flemme d'en faire un. Allez. L'élément qui fait qu'une série va cartonner et durer dans le temps, c'est quasiment toujours le second arc. Parce que le tout premier arc, attention, il peut être très cool, mais t'es obligé de ménager dans monture, t'es un petit peu encombré avec tout ce qui est présentation de personnages, exposition, présentation de l'univers et tutti quanti. Donc quand tu racontes le premier arc, t'es obligé de te mettre un petit frein pour que le lecteur ait le temps de prendre le train en route et ainsi comprendre l'histoire, rentrer dans le bain si tu veux. Donc tu dois ménager ta monture, tu peux pas totalement te lâcher avec le premier arc. Mais une fois le premier arc passé, que le gros de l'exposition a été posé, que les personnages ont été introduits, là tu peux commencer à envoyer la purée. Là tu peux te lâcher. Là, le manga que t'écris peut commencer à révéler tout son potentiel. C'est le cas avec le 21e tournoi dans Dragon Ball, c'est le cas avec l'arc des Chevaliers Noirs dans Saint Seiya, c'est le cas avec Battle Tendency dans Jojo, et c'est le cas dans l'arc qu'on va aborder aujourd'hui, l'arc Zabuza. Petit résumé pour ceux qui auraient la mémoire courte. Naruto et l'équipe 7 se font assigner une mission d'escorte. Non, pas ce genre d'escorte. Ils doivent accompagner et protéger le constructeur de pont Tazuna, qui doit rentrer au pays des vagues pour terminer la fabrication d'un pont censé sortir le pays des vagues de son isolement et lui apporter prospérité. Mais sur le chemin, ils se rendent vite compte qu'en réalité, Tazuna est la cible d'assassins engagés par l'homme d'affaires véreux Gato, dont la construction du pont ferait du mal au business. Et parmi ces assassins, il y a le fameux Zabuza, accompagné de son fidèle Aku. Ouais, je pose les bases de l'histoire vite fait. Bref,
pourquoi cet arc est génial? Déjà parce que c'est le premier véritable arc du manga. Bon, et le premier était sympa, mais c'était surtout de l'exposition, comme je te le disais, et de la présentation de personnages. Ici, on commence les vrais bails. On a de vrais antagonistes, de vraies péripéties, et surtout des enjeux plutôt sérieux. C'est ici que la rivalité slash amitié Naruto versus Sasuke va commencer. Oui, je sais ce que j'ai dit, que pour moi, je ne vois pas Naruto et Sasuke comme des potes. Mais à ce stade de l'histoire, c'était encore crédible cette histoire. Naruto, confronté pour la première fois à la réelle violence du monde des ninjas, se retrouve tétanisé quand les frères démons les attaquent par surprise. C'est là que Sasuke, que je trouvais tellement stylé à l'époque, défonce les deux loustiques avec classe et en profite pour traiter Naruto de sale trouillard. Là, c'est le coup dur pour Naruto. Le gars veut devenir Hokage mais est incapable de réagir à la première embrouille, tandis que Sasuke a fait le taf proprement. Ouais, jusque-là, il prenait Sasuke pour un frimeur, mais là, il se rend compte que des deux, c'est lui la grande gueule. C'est lui qui a encore plein de choses à prouver. Il se rend compte qu'il a énormément de chemin encore à parcourir. Il va devoir aussi prouver sa valeur à Sasuke. Ouais. Naruto va aussi croiser la route de Inari et Aku, Namatata. Petit rappel de qui est Inari. Inari, c'est le petit-fils de Tazuna, qui n'arrête pas de couiner que ça sert à rien de finir ce pont, parce qu'on peut pas s'opposer à Gato. Les héros ça n'existe pas, bla bla bla. Le gosse a perdu son père adoptif, qui a refusé de se soumettre par conviction à Gato. Résultat, il s'est fait tuer sale, laissant son fils seul avec son chagrin. Naruto va être confronté à la peine de ce gamin, qui ne croit plus en rien parce qu'il est convaincu d'avoir tout perdu. Mais pour Naruto, c'est clairement pas le cas. Il a encore une famille, des rêves, des raisons de se battre. Naruto, lui, a vraiment tout perdu. Ou plutôt, il n'a jamais rien eu. Le seul truc qu'il a dans la vie, c'est sa volonté de montrer sa valeur et de se battre pour ce qu'il croit être juste. Admettre qu'Inari a raison, ce serait admettre que sa vie n'a pas de sens. Il va donc lui montrer qu'on peut surmonter sa solitude, sa tragédie, pour en faire une source de courage et protéger ceux à quoi on tient. Aku, quant à lui, tout comme Naruto, a toujours été seul, abandonné et rejeté de tous. Il s'est désespérément dévoué à la seule attache qu'il a pu trouver, Zabuza, allant jusqu'à renier son propre statut d'être humain, se considérant comme un outil, une arme à son service, simplement pour avoir un semblant d'importance dans la vie de quelqu'un. Il n'a aucun rêve, aucun autre but que de servir Zabuza. Ces deux personnages représentent très clairement pour moi deux chemins que Naruto aurait pu emprunter face à l'un de ses plus vieux démons, la solitude. Naruto aurait pu abandonner ses rêves et sa volonté, devenir simplement un gamin ronchon qui chiale parce que la vie c'est pas juste, comme Inari. Ou il aurait pu s'attacher à n'importe quelle personne qui lui aurait témoigné un minimum d'intention, et vivre à ses dépens comme un chien dévoué à son maître. Heureusement pour Naruto, il est tombé sur le gentil Iruka, qui l'a poussé à s'affirmer et à se dépasser, pas sur un Zabuza qui pense qu'à se servir des gens dans son intérêt. Du coup, raconter ces trois histoires en parallèle, c'est plutôt une bonne chose. Côté Sasuke, c'est plutôt intéressant. On commence à explorer légèrement les motivations du personnage et on se rend compte du potentiel de dingue du perso. Et quand il a lâché les Sharingan, on n'en pouvait plus. C'était trop ouf. Puis juste derrière, t'as la transfo en Kyuubi de Naruto. Incroyable. Sakura, quant à elle, elle était là, quoi. Ouais. C'est dans cet arc aussi qu'on a le tout premier entraînement du manga. Alors les entraînements, beaucoup trouvent ça chiant, mais c'est une étape absolument essentielle, obligatoire dans ce type d'histoire en réalité. Il faut voir ça comme un combat, non pas contre un antagoniste, mais contre le personnage lui-même. Il affronte ses limites. C'est l'épreuve intermédiaire qui justifiera le triomphe lors du vrai combat. L'entraînement d'un perso lui permet de réaffirmer ses objectifs, de définir ses capacités, de mettre à jour ses faiblesses. Et ça le fait pour le perso aussi bien que pour le lecteur d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut faire ces scènes soigneusement. Par exemple dans Dragon Ball, c'est très rarement fait ça. Dans One Piece aussi d'ailleurs. Ah, je dis pas que c'est un défaut, je constate. C'est aussi dans cet arc que l'on rencontre le premier véritable méchant. Et quel méchant d'ailleurs. Zabuza Momoshi, déserteur du village de Kiri, le démon de la brume. Quelle classe, quelle prestance! Sa première apparition reste un putain de traumatisme. Jusque-là, le manga va un petit côté Harry Potter à l'école des shinobi. Mais quand Zabuza débarque, là on rentre dans les méchants bails. Épée démesurée, pas de sourcils, gros psychopathe qui fait même flipper Sasuke. Son duel face à Kakashi est aussi le premier véritable combat de ninja à la Naruto. Bon déjà, rien que le délire du Sharingan et de Kakashi le ninja copieur, ça a rendu tout le monde ouf. Mais les jutsu à base de dragons géants en flotte, on n'était clairement pas prêts. Puis c'était encore cette époque de Naruto où le combat ninja n'était pas que pyrotechnique. Ça se passait à coups de shuriken, de kunai, de parchemins piégés, de permutations, de coups de chlasse dans le foie dans le brouillard. C'était cool, c'était différent de ce qu'on avait l'habitude de voir dans les autres mangas du genre. Et c'est là qu'on se rend compte que Kakashi sous ses airs de branleur est un putain de ninja d'élite en fait. Puis surtout, Zabuza a été le premier personnage, le premier méchant à inaugurer la formule méchant de Naruto, qui a depuis été reprise dans quasiment tous les shonen du genre. Cette formule des méchants de Naruto, je te l'explique, elle est en plus ou moins 4 phases: tragédie, cruauté, tragédie, rédemption.
explication. Ça rime en plus. Ouais. Zabuza a subi l'examen ninja du village de Kiri, qui consiste en un gros battle royal. Il a été forcé de tuer plein de gamins, probablement ses potes pour survivre. Ce n'est pas explicite dans le manga, mais on peut largement supposer que ça l'a rendu un peu timbré. Tragédie qui l'a rendu cruel. C'est un mercenaire sanguinaire surnommé le démon. Puis il rencontre Aku. Puis arrivé au pays des vagues, Aku meurt pour le sauver. Seconde tragédie. Et suite à ça, il se rend compte qu'il aimait Aku. Et trouve la rédemption en tuant Gato et en libérant le pays des vagues de son emprise. À peu près tous les méchants de Naruto suivent ce schéma. C'est avec Zabuza que Kishimoto va nous indiquer que son manga ne sera pas manichéen. Or manichéen, qu'est-ce que ça veut dire grosso merdo? Ça veut dire que d'un côté il y a les gentils tout gentils et les méchants pas beaux. Par exemple Dragon Ball, par bien des aspects, on peut dire que c'est vachement manichéen. Encore que, ça se discute, faudra qu'on en parle un jour aussi. Ouais. C'est avec cet arc Zabuza que l'on commence à explorer la complexité et la densité de l'univers de Naruto. Un monde extrêmement nuancé où la limite entre le bien et le mal est très abstraite. Un monde dur, cruel et souvent absurde. Et le tout c'est de confronter l'optimisme et la détermination de Naruto à cette absurdité en fait. Et quand on arrive à la fin de l'arc, est-ce qu'on considère encore Zabuza et Aku comme étant des ennemis? Non, Zabuza le dit lui-même à Kakashi. Vu que Gato ne veut plus que je tue Tazuna, nous n'avons aucune raison de nous battre. Ils n'ont aucune raison de se battre si ce n'est que des intérêts supérieurs ont décidé qu'ils devaient s'entretuer. C'est le monde des ninjas qui les a fait s'affronter. Zabuza et Aku ne sont que des victimes, et Naruto et la Team 7, bien qu'ils aient en quelque sorte sauvé le pays des vagues et remotivé Inari, ont quand même les morts de Aku et de Zabuza sur la conscience. Dans ce monde, la victoire a un prix. Cet arc a beau être très court en comparaison des arcs suivants, il est extrêmement dense et surtout il est maîtrisé. Palpitant de bout en bout, subtil, intelligent, juste. Avec un second arc de ce niveau, Naruto faisait son entrée quasi à coup sûr au panthéon des plus grands shonen, au deuxième arc. C'est balèze. Ouais. Naruto, c'est la vie. Ouais.